Bon, donc, après la réunion conjointe dont j'ai parlé tout à l'heure, comité central, conseil exécutif et comité permanent de l'ANR, donc les décisions révélées au public le 7 décembre, pour joindre l'acte donc à la parole, il a donc un décret qui a mis en place un comité préparatoire de la conférence. Oui. Ce comité était composé de 8 ministres du dernier gouvernement du président Kérékou, et c'est Maître Dossou Robert, qui était donc le président du comité national préparatoire du Congrès. Alors ce comité donc s'est mis au travail depuis le 26 décembre 1989, a travaillé de nuit comme de jour jusqu'à l'ouverture de la conférence des forces vives de la nation. En faisant quoi? En faisant appel au peuple, à ses différentes composantes. Ce peuple donc qui a été privé de la parole depuis 17 ans, donc a demandé donc qu'on lui envoie des propositions sur comment faire pour sortir donc de l'impasse économique, comment faire pour sortir de l'impasse politique. Hein? Donc il a eu des, comment tu veux dire ça, en France on a appelé ça des cahiers de doléances. Hein, quand les États généraux ont été donc appelés en France en 1789. Donc ce comité a travaillé, a collecté donc ces cahiers de revendications, et en ce temps-là, naturellement, donc le reste de la population donc s'est aussi structuré, les syndicats donc qui se sont désaffiliés vis-à-vis donc de la centrale unique du NSTB sont concertés. Les parentés politiques, c'est-à-dire tous les anciens militants de l'Union générale des élèves et étudiants du Dahomey, UGED, sous l'initiative donc des acteurs comme Adépédou, Sylvain Akines. Donc il a réussi, donc il voulait donc rassembler tout ce monde-là. Il y a eu bien sûr des dissidences, les catholiques, les cultes religieux, syndicats, tout le monde se préparait pour donc aller à cette conférence-là. Le comité préparatoire a fait donc un travail monstre en faisant donc la synthèse donc de tous les cahiers de revendications qu'on a envoyés. Et quand la conférence donc a commencé, chaque délégué avait donc ce document-là de base pour le travail. Donc la préparation, c'est cela, les travaux donc du comité national préparatoire, le regroupement nécessité par la rédaction donc, de ces cahiers de doléances, les sensibilités politiques qui se sont donc manifestées, parce que dès que la conférence a été annoncée, des partis donc sont nés très rapidement, et d'autres existaient qui étaient donc dans la clandestinité. Donc tous ces partis se sont préparés parce que le comité préparatoire a demandé quand même un quota. Je ne me rappelle plus donc du détail, mais donc il avait un quota, il avait les personnalités, il avait donc les syndicats, les sensibilités politiques, etc. Donc tout ce monde-là avait donc un quota. Donc tout le monde se préparait pour cette conférence-là. Mais il y avait aussi ceux-là qui vivaient en exil. Il y a par exemple Émile Derlin-Dessous qui était accusé de coup d'État
en 77. Oui, donc il y a eu amnistie, donc tous ceux qui étaient en exil, oui. donc sont rentrés. En matière de préparation, vous me rappelez aussi, il y avait un club donc appelé Club Perspective 99, dirigé donc par M. Adjovi Sévérin, qui avait donc organisé aussi une assise pour toujours dans le cadre donc des propositions à faire pour cette conférence-là. Alors, le déroulement de la conférence, parce que le déroulement, quand on parle de déroulement, on pense d'abord au choix du présidium, on pense également aux propos peu courtois qui ont été adressés, qui ont été faits à l'endroit des dirigeants de l'époque, etc. Parlez-nous un peu du déroulement de la conférence nationale. Bon, donc la conférence a commencé au matin donc, du lundi 19 février. Il y avait donc une fine pluie le jour-là. Donc les délégués donc, se sont retrouvés à l'hôtel PLM Aledio, qui est donc à Akpakpa. Oui. Il y avait beaucoup de monde. Un comité a été chargé de faire donc la liste des présences. Ce comité a rendu ses travaux le 22. C'est pour donner donc le nombre, l'effectif donc des délégués. Il y avait 520 personnes présentes à l'hôtel. Vous trouverez dans les documents 512. Moi aussi, j'ai marqué quelque part 512. Mais ce comité donc, qui a fait l'état des présences a donné le chiffre de 520. Pourquoi cette fluctuation? Parce que, bon, il y a des gens qui n'étaient pas désignés, qui étaient donc au bord de l'hôtel et qui ont été aussi recrutés. Donc, ils ont participé. Donc, le lundi 19, tout a commencé par le mot de bienvenue du président du comité préparatoire de la conférence, Maître Dosso Robert, qui en gros a demandé donc à ceux qui sont présents l'assistance, de dépasser donc les passions et de ne viser que la chose commune, le Bénin qu'il faut sauver. Après son allocution, on a procédé donc à la mise en place du bureau d'âge. Le bureau d'âge qui doit donc permettre d'élire le bureau qui va diriger effectivement les débats. Le bureau d'âge donc était composé de 3 personnes. Le plus âgé, c'était M. Salomon Biokou, qui était donc le plus âgé. Le plus jeune, c'était donc un étudiant du nom de Hervé Akakpo. Et il avait une femme, maître Keke, Akholou Keke. Hélène. Donc, c'est le bureau d'âge qu'on a mis en place donc le 20, non, le 19. Et ce bureau, compte tenu de l'âge avancé donc, de M. Biokou, le réalisme a fait que l'après-midi du 20 février, le bureau qui doit diriger donc les travaux, ce bureau donc a été mis en place, a été élu. Il ne faut pas donner donc les détails sur comment ça a été. Non, ils sont au nombre de 13. Oui. Et c'est Monseigneur Isidore de Souza qui a été donc élu pratiquement par tout le monde, sauf la délégation donc, protestante qui n'a pas voté. Mais il a été donc plébiscité, président donc, des 13. Oui. Donc ce bureau est composé donc d'un président, de 2 vice-présidents, d'un rapporteur. Le premier rapporteur, donc, c'est le professeur Tevoa Idre, Albert. Il y a 2 autres rapporteurs adjoints. Il y a un secrétaire général. Le secrétaire général, c'est M. Adalin Timothée, flanqué donc de 2 autres secrétaires adjoints. Il y a un
un organisateur, c'est le syndicaliste Ibrahima Zakari, donc de PTT. Il y a un organisateur avec lui et il y a un représentant donc, à la presse, c'est Marius Francisco, et la seule femme qui est donc dans ce bureau de 13 membres, c'est Madame Grace d'Almeida Adamo, qui est conseiller juridique. Donc c'est ce bureau-là qui a piloté les débats, qui a dirigé donc ce débat du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire la fin donc qui est le 28. Et le moins qu'on puisse dire, c'était des débats assez poignants. Oui, évidemment, avant donc d'en venir là, le bureau, dès qu'il a été donc mis en place à la fin de la matinée donc du 20 février, le bureau a demandé donc aux participants de s'inscrire dans les commissions. Il y a eu 3 commissions qui ont été donc constituées et les présidents des commissions ont été désignés par le présidium, c'est-à-dire le bureau donc, qui a dirigé les choses. Donc, première commission, commission donc, des affaires économiques et sociales, dirigée par Nicéphore Dieudonné Soglo. Il y a la commission des affaires culturelles et éducatives, dirigée par Félix Essou Dansou. Et la commission donc, des affaires constitutionnelles, dirigée par le professeur Maurice Aranzo Glenet. Donc, les gens se sont inscrits dans ces choses et puis les débats donc, ont commencé. Tout à l'heure, en parlant donc de l'ouverture, il y a Maître Robert Dessous qui a donc prononcé son allocution. Il a aussi le président. Le président donc, aussi a prononcé donc, son allocution pour inviter les gens à se mettre à la hauteur donc, de la tâche qui leur est confiée, de ne pas se mettre à faire des critiques pour des critiques. Alors, donc, quand les commissions ont été mises en place, il y a donc les débats. Donc, les débats ont commencé. Les débats ont duré, disons, pour être vraiment très schématique, du 21 jusqu'au 23. Les débats sur quoi? Sur ce que le pouvoir attend de cette conférence. Qu'est-ce que le pouvoir attend? Le pouvoir était en difficulté. Le pouvoir déjà signé donc le programme d'ajustement structurel. Le pouvoir entend que cette conférence lui fasse des propositions concrètes pour sortir de la crise. Le pouvoir attend que cette conférence fasse donc des propositions concrètes sur le plan économique, sur le plan politique. Il faut certainement avoir une autre constitution, donc des propositions dans ce sens-là, bref, des idées pour que le pouvoir en difficulté puisse sortir donc, des difficultés. Le pouvoir, donc, il y avait des ministres donc, du pouvoir, il y avait également ceux qui soutiennent donc, le pouvoir. Disons, au cours donc, du débat qui se sont déroulés du 21 au 23, il y a 2 camps qui s'étaient dégagés très nettement. Le camp de ceux qui pensent que cette conférence doit faire donc, des propositions au gouvernement, les remettre à celui-ci pour sortir donc, le pays des difficultés, pour qu'on ait l'impression que c'est tout le monde qui a donc participé. Donc ceux-là, ils étaient un certain nombre, mais beaucoup d'autres, surtout les syndicats, et les sensibilités politiques, et beaucoup d'autres qui ont donc supporté, qui ont donc suffoqué sous le régime donc, du PRPB, voulaient en découdre
avec ce régime. Surtout que la réunion conjointe a dit que désormais le parti PRPB est séparé de l'État. L'énoncé donc la réunion conjointe a également dit que le parti ne doit plus diriger l'État, que le marxisme-léninisme est aboli. Donc à partir de cet instant, ceux qui voulaient faire donc de cette conférence une conférence dont les résultats ne seront pas remis seulement au président, quitte à ce qu'il en fasse ce qu'il veut, ceux-là ont dit qu'il faut créer un autre régime à partir de ce regroupement-là. Et ils disent, étant donné que le pouvoir même a dit le parti est séparé de l'État, le marxisme-léninisme est enterré, cela veut dire que le pouvoir remet en cause toutes les structures qui sont nées donc de la loi fondamentale d'août 1977, que c'est un autre État qu'il faut créer à partir d'ici. Disons en gros, voilà donc la position, les deux positions qui, au cours des plénières, ont donc chacun donné des arguments. Donc, comme vous l'avez dit, c'était houleux. Comme vous l'avez dit, c'est possible qu'il y ait eu donc des propos déplacés. Ce n'est pas interdit dans un milieu aussi important. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde avait le désir de sauver la nation. Oui. Tout le monde avait l'esprit de dialogue. Tout le monde avait l'esprit donc de... Les décisions doivent être consensuelles. Et ça a été insufflé par le président donc, du Présidium, Monseigneur de Souza, un grand intellectuel qui connaît donc les problèmes sociopolitiques donc, du pays, un grand sociologue, un homme de terrain qui est très discret, très efficace. Il a donc des qualités telles que quand il intervient, l'autorité qu'il inspire, la force donc de caractère qu'il incarne fait que tout le monde se tait. Et il ne se précipite pas pour intervenir. Il attend les gens débattre avant donc de se prononcer. Donc, le débat, c'est cela. Donc, de 21 jusqu'au 23, 3 fois, on a fait appel au président Mathieu Kédékou pour qu'il précise ce qu'il entend donc de cette retrouvaille, de cette conférence-là. Et toutes les fois, quand il intervient, il ne fait que répéter ce qu'il avait en convoquant dans cette conférence, à savoir lui faire des propositions concrètes sur le plan économique, politique, culturel, afin que le pays sorte donc de la chose. Il dit, si vous voulez, vous pouvez donc, tout ce que vous allez proposer, vous rédigez ça dans une charte nationale que vous allez remettre au pouvoir à la fin donc de vos travaux. Vous pouvez, à la rigueur, me demander de faire un remaniement ministériel pour entériner donc ce que vous avez fait. Mais mon gouvernement il n'est pas question donc de demander de démissionner. Partir. Il n'est pas question de me demander de démissionner. Et Monseigneur calmement essaie donc de refléter dans son intervention les positions donc défendues par ceux qui veulent faire de cette occasion une occasion pour faire table rase de ce qui existait. Il le dit en des termes différents, à savoir, étant donné que la réunion conjointe a remis en cause le parti État, a remis en cause l'idéologie d'État. Vous-même, vous avez donc signé un programme d'ajustement structurel, ça veut dire que votre gouvernement n'existe plus. Les structures donc issues, les organes de pouvoir issus donc de la loi fondamentale d'août 1977 sont devenus caduques. Et il faut donc proposer de nouvelles structures
hein, etc., etc. Donc, il ne s'était pas mis d'accord et il est parti le 23. C'est le 25 février, quoi, un dimanche, que dans la discussion, il a été demandé, c'est ce que j'ai lu donc, dans le rapport fait par M. Dossou Léopold, paix à son âme, il a été demandé donc à un militant du SINES, le syndicat national de l'enseignement supérieur, de rédiger une déclaration de souveraineté de la conférence. Et c'est le 25 que cette déclaration donc a été lue, à savoir que la conférence nationale des forces vives, réunie à l'hôtel PLM à Lédio, se proclame souveraine et ces décisions sont en force de loi. Quand il a fait cette déclaration, c'était donc accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Oui. Et parmi les délégués, il y a quelqu'un qui a entonné l'hymne national, qui a été repris en chœur par tous les délégués. Et l'hymne national, ce qui se passait donc à l'intérieur donc de cet hôtel, il faut le dire, était retransmis en direct intégralement. Ça, c'est la touche donc du ministre de la Culture et de la Communication de l'époque, Ousmane Batoko, et les journalistes donc, qui ont fait le reportage direct. Donc la rue était informée. Et l'hymne national a été repris, semble-t-il, d'après donc ce que les journalistes en ont dit, a été repris donc en chœur dans la rue. Des gens ont arrêté leur mobilette pour chanter. Des malades seraient donc dans leur lit au CNHU, ils ont chanté. Cela veut dire que c'était une adhésion populaire. Alors, je me demande si il n'avait pas ce reportage en direct, s'il n'avait pas le suivi populaire donc, de cette conférence, est-ce qu'on aurait connu ce qu'on a connu? Oui. C'est un point d'interrogation. Donc, toujours est-il que le 25, on a franchi le Rubicon. Et, naturellement, au sein donc, de la conférence, les présidents, les anciens présidents, le président Apiti était déjà mort, il restait donc les trois. Le président Armand Betometi, Justin, le président Maga Koutoukou Hubert et le président Émile Delin Zissou ont, comment je vais dire, est-ce que c'est intimidé? Ils ont dit qu'il y a une agression imminente des troupes libyennes. Cela donc a créé la peur, cela a créé donc un désarroi vite apaisé par des interventions. Il y a trois ministres qui ont fait donc une intervention pour dire pourtant toutes les dispositions sont prises pour garantir donc la sécurité. Et le ministre donc de l'Intérieur a dit que vraiment il faut donc mettre fin à la conférence. Un autre officier a dit que les anciens présidents veulent intimider le monde et sont en train de préparer un coup d'État. Ce qui a fait sortir le président Zissou de son camp pour dire que de toutes les façons, s'il y a des gens qui veulent que cette conférence échoue, que lui ne les aiderait pas à le faire. Donc il s'est démarqué. Donc tout ça là, intervention donc de trois ministres, intervention donc d'un officier, intervention même de M. Borna, Bertin Borna, tout ça là, le président du présidium, Monseigneur Isidore de Souza, est resté calme et a laissé tout ce monde-là s'exprimer. Et il dit calmement, je vous remercie les uns et les autres pour ce que vous avez dit et ce que vous avez fait. Toutes les dispositions sont prises pour que chacun soit sécurisé. Incident clos, nous continuons le débat. J'insiste un peu là-dessus pour montrer
le caractère spécial de ce président, du présidium, grâce à qui la conférence donc a connu une issue favorable. Donc après le 25, le 26, l'ambassade de la Libye a envoyé une lettre de protestation pour dire que son pays ne voulait pas faire débarquer des troupes d'agression. Donc ça a été lu donc, à l'assistance. Après le 25, quel autre fait? Donc les travaux ont continué. Il faut dire que les travaux en commission ont commencé effectivement le 23 et ont duré le 27 février, conformément donc à l'esquisse du nouveau pouvoir qui se mettait donc en place, parce que le 23, du 23 jusqu'au 27, les travaux en commission, donc les rapporteurs donc, ont lu donc, le rapport, a été adopté. C'est seule la commission éducative donc, qui a fait adopter donc, son rapport tard dans la nuit du 27. Le 27, le fait important, c'est qu'il fallait donc lire un Premier ministre, conformément donc à l'esquisse du nouveau pouvoir qui se mettait en place, parce que on a déjà écouté le rapport de la commission, c'est la commission la plus importante, la commission donc des affaires constitutionnelles, parce que c'est cette commission-là qui a donc dressé les décisions qui ont été prises par la conférence. Donc on devait élire le Premier ministre. Le Premier ministre, il y avait plusieurs personnes qui étaient pressenties. Il y avait Albert Evedret, Mbedi Adrien, même certains ont parlé donc de Moïse Bessan et Nicéphore Dieudonné Soglo. Il semble qu'il y a eu donc un accord provisoire entre ceux qui sont pressentis, se sont donc concertés, et l'accord a été trouvé parce qu'il est dit que celui qui sera le Premier ministre ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles. Ce qui a fait que les autres donc ont laissé la place à Nicéphore Soglo, qui s'est fait distinguer parce qu'il avait présenté une communication sur le programme d'ajustement structurel. Il a fait donc si bien, de façon si critique, qu'il avait la popularité donc au sein de cette auguste assemblée. Et puis, il n'est pas un homme si nouveau que ça. On l'a connu, ministre donc sous son cousin Christophe le général Christophe Soglo. Il a été ministre et il fait partie donc de ceux qui ont fait une enquête sur l'affaire, une affaire politico-financière de 1974 qu'on appelle l'affaire Kovacs. Bon, donc il est connu. Donc c'est lui qui a été donc est-ce que c'est lui, est-ce qu'il a été désigné pour être chose. Donc le 27, c'était ça, et c'est le 27, tout à fait au soir, la commission donc éducative a présenté finalement donc ce rapport. C'est la dernière sous-commission qui a donc présenté ce rapport. Et puis bon, tout le monde est rentré pour le 28. Le 28 où la conférence devait prendre fin. Oui. Est-ce que ce qui a été décidé va être validé, va être accepté par le président Mathieu Kérékou, puisqu'il n'est plus réapparu depuis donc, le 23 jusqu'au 28. Donc, le 28, comme aujourd'hui, il a fait soleil, oui. Le temps était beau, et la séance donc, de fin devait donc arriver, et le rapporteur général, qui s'était donc
éclipsé. Depuis donc la mise en place du bureau des 13 est venu le professeur Albert Ivoire lire donc son rapport qui résume naturellement, qui résume donc toutes les décisions qui ont été prises par la conférence, qui est donc le reflet donc, de tout ce qui a été dit, avec son style, un homme très éloquent, un intellectuel accompli. Donc il a fait donc lecture de son rapport, et à la fin donc de ce rapport, il a sorti donc cette formule. Les amis, je paraphrase, hein, les amis, reprenez le travail, nous avons vaincu la fatalité. Reprenez le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant la conférence, l'État était bloqué, les grévistes étaient toujours en grève. Personne donc n'a chose. Hein? Donc il y a tout ça là qui a dû donc peser sur les délégués, sur le pouvoir en place. Donc la grève était, donc l'État était bloqué. Bon. Donc il a présenté son rapport, très long, mais très applaudi, parce que reflétant donc tout ce qui a été dit. Ensuite, le secrétaire général, dans l'intimité, a donc lu les motions, les recommandations qui ont été donc rédigées avant que Monseigneur de Souza ne prenne la parole. Très court, il a donc remercié les uns les autres. Et il se demandait s'il est vraiment lui-même ou si c'est un autre. Et il se demandait s'il est dans ce monde ou bien dans un autre monde. Et en poète, il dit que la conférence avait commencé un jour où il a plu. Et que cette conférence prend fin un jour où il y a le soleil. Deux éléments nécessaires pour faire germer donc ce qu'on a semé. Et il laisse en gros donc, la parole donc, au président Mathieu Kérékou. Alors vous comprenez, tout le monde se demandait ce qui va se passer. Est-ce qu'il va accepter ce qui a été décidé? Oh, pas tout le monde, mais la grande majorité, parce que les applaudissements donc, ont fait taire tous ceux qui voulaient encore prendre la parole le 25 là. Je dois dire que le 25 février était si important que comment dit ça, les conférences, enfin ceux qui étaient les délégués ont demandé qu'une rue de Cotonou soit baptisée rue du 25 février. Donc le président Mathieu Kérékou donc, a remercié les délégués, remercié principalement et particulièrement le Monseigneur Émile Paul de Souza, et a dit finalement qu'il prend l'engagement devant le peuple béninois que les décisions seront intégralement exécutées. Donc c'est comme ça que cette conférence donc, a pris fin.